BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence avec un travail sur une donnée cruciale de l'avenir de la planète dans les 50 prochaines années, le capital humain de la Chine. En 2023. Alors, c'est un document annuel chinois que sort depuis 15 ans maintenant le Centre de recherche sur le capital humain et l'économie du travail. Et il a été l'objet d'un symposium international en Chine très remarqué le mois dernier en présence d'universitaires nord-américains, asiatiques, chinois bien entendu. Li Haicheng et ses co-auteurs établissent que la main-d'œuvre chinoise est certes davantage instruite depuis ces 15 dernières années. Ouais. Mais elle perçoit moins de revenus. Ils ont scruté les données de la population active entre 1985 et 2021. Il y a désormais un rendement marginal, un gain pour parler clairement, décroissant pour chaque année supplémentaire de scolarité. Là où le nombre moyen d'années d'éducation du personnel en zone urbaine chinoise est passé d'un peu plus de 8 ans à près de 12, en zone rurale, c'est passé de 5,5 à un peu plus de 9. Et pourtant, cela paye pour ainsi dire, de moins en moins de rester une année de plus à l'école, en particulier pour une femme dans une ville. Mais même pour un homme dans une ville, cela se tasse. À la fin des années 2000, chaque année d'études supplémentaires permettait de gagner 8,5% de plus. Ouais. Alors qu'en 2020, cette hausse annuelle est descendue sous le seuil des plus 6%. Le professeur Li explique qu'il n'y a là rien d'anormal, historiquement, car tel est le lot de toute économie dont la population voit son niveau d'éducation globale progresser avec régularité. Ces courbes qui se resserrent ont aussi pour incidence, pour nous dire involontaire, de réduire les disparités de revenus. De ce fait, les inégalités sont moins importantes en Chine. En parallèle, la croissance du capital humain chinois tend à décélérer, série de statistiques publiques à l'appui. En toute logique, le recul de la part de la jeunesse contribue à affecter ce capital national formé de la somme globale des compétences et aptitudes de la main-d'œuvre. Et l'essor technologique de la Chine, fulgurant, extraordinaire, ne parvient plus vraiment à compenser ce vieillissement de la population. Direction l'Amérique latine, Benahouda, que nous apprennent la dollarisation de l'Équateur et de l'ensemble de l'Amérique latine. Ce pays sud-américain actuellement est plongé dans l'actualité internationale depuis le début du mois en un état officiel de conflit interne qui oppose l'ensemble de la force publique, armée comprise, aux gangs du narcotrafic. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de l'expérience historique qu'a mené l'Équateur d'arrimage total à la devise américaine et qui pourrait servir, nous dit l'auteur, de modèle à l'Argentine du libertarien Javier Milei. Un universitaire colombien qui a également enseigné au Guatemala a rédigé ce plaidoyer. Il s'appelle Daniel Reisbeck. La dollarisation en Équateur constitue une expérience de politique publique la plus importante, selon lui, en Amérique latine des 25 dernières années. Il se prévaut d'un taux de satisfaction des Équatoriens à cet égard de plus de 90%. Pour l'auteur, le citoyen équatorien perçoit des bénéfices palpables du dollar comme monnaie nationale entre guillemets, de manière infiniment supérieure aux désavantages théoriques, je cite toujours, qui, selon lui, viennent surtout d'auteurs nord-américains ou européens qui n'y connaissent pas grand-chose à l'Amérique latine, d'après lui. Alors, le 10 septembre 2000, les Équatoriens, rappelons-le, ont été invités à venir échanger leur sucre, leur monnaie nationale, contre de l'argent américain, au taux de change fixe de 25 000 sucres pour $1. Renoncer à la souveraineté monétaire a permis de maîtriser les taux d'intérêt, les taux d'inflation, y compris, c'est très intéressant, durant une décennie de politique budgétaire très expansionniste. Et si la croissance économique n'a pas suivi, la faute n'incombe pas à la dollarisation en tant que telle. L'universitaire colombien soutient même que cela a servi de police d'assurance durant la période 2007-2017, où il y a eu une hostilité radicale du gouvernement d'alors, celui de Rafael Correa, au mécanisme de l'économie de marché. Si l'expérience venait à être reproduite efficacement en Argentine, du fait de la taille de son économie, de son influence culturelle, écrit-il, d'autres suivraient pour qu'un jour peut-être le dollar devienne à l'Amérique latine ce que l'euro est à l'Europe, c'est-à-dire le moyen d'échanger, de créer de la prospérité et de la richesse, toujours d'après ce chercheur colombien. Passionnant. Benahouda, escalade des tensions entre l'Éthiopie
et la Somalie avec l'enjeu du débouché sur la mer. Oui, l'Éthiopie, deuxième population d'Afrique après le Nigeria, après celle du Nigeria, est enclavée depuis 1993 et sa partition avec l'Érythrée. Et Addis Abeba cherche à présent à tout prix à récupérer un accès territorial maritime au nom de son développement économique, de son développement commercial. Les autorités séparatistes du Somaliland entendent le lui octroyer et la Somalie le lui dénie. Le chercheur Mahmoud Zakaria pour le centre MIR basé à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis explique ici les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre éthiopien, en octobre dernier, a évoqué un droit naturel vers la mer Rouge. Son économie dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur et pour ses importations, moyennant des frais globaux exorbitants, pratiquement jusqu'à 2 milliards de dollars par an, ce qui absorbe donc une partie très importante des recettes d'exportation tournées pour moitié vers l'Asie. Il s'agit de café, de légumes, de cuir, de métaux, d'habillement, mais aussi, nous dit l'auteur, de nouvelles pièces industrielles, notamment pour l'aéronautique. Et Addis Abeba s'est tourné alors vers la Somalie, qui dispose de plusieurs ports sur le golfe d'Aden, donc vers l'océan Indien. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé le refus d'en céder la jouissance. Alors le gouvernement éthiopien s'est adressé au Somaliland séparatiste. Un accord a été passé très récemment pour 20 kilomètres de littoral en location de longue durée, en leasing, et la perspective surtout d'une reconnaissance diplomatique pour un État du Somaliland, entre guillemets. Pour l'auteur, l'Éthiopie entend se positionner ainsi comme seule puissance régionale de la Corne de l'Afrique, et cela depuis au moins 2006 en fait. Elle a compté, y compris sur une aide de la France, nous signale-t-il, pour rétablir une force navale, c'était en 2018. Mais à présent, l'escalade des tensions, selon la formule consacrée avec la Somalie, pourrait avoir de nombreuses répercussions extrêmement dommageables, dont l'ouverture d'opportunités stratégiques pour l'organisation islamiste somalienne Al-Shabaab, qui accuse Addis Abeba de velléité d'annexion. Al-Shabaab qui proclame non aux croisés éthiopiens. L'Égypte vient d'apporter son soutien très marquant à Mogadiscio face aux revendications portuaires de l'Éthiopie. Le bord du gouffre est proche, d'après Mahmoud Zakaria. La sonnette d'alarme est donc tirée. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.